Mais ça serait absolument ridicule de leur part d'échanger Trevor Connolly. Je vais couper le suspense tout de suite, si jamais il y en a qui pensent à ça. Je n'ai pas Marcus dans mon top 20. Tu connais mon opinion sur le trophée Selke, que ça soit Suzuki ou quelqu'un d'autre. C'est sûr que ça n'aurait pas été mon premier choix. Non? Non. Bon. Dans ton top 5, lequel tu penses a le meilleur profil pour te faire gagner en série? Sandberg. Saison 1, épisode 37, Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, journée spéciale aujourd'hui. Mais ça? Et tu vas être au courant bientôt, comme nos auditeurs. En fait, tu es un petit peu au courant. On est en présence d'un propriétaire d'une équipe de hockey. Avec Louis Morissette. Félicitations. Tu t'es porté acquéreur d'un club junior 3A, qu'on appelle junior A au Québec. Oui. Ça s'est fait aujourd'hui. Oui, ça a été finalisé aujourd'hui. La vente a été approuvée par les gouverneurs. Alors, c'est ça, Louis Morissette et moi et un groupe d'actionnaires. On a fait l'acquisition du Titan de Princeville, qui est situé à quelques 20 minutes de Victoriaville. Et c'est ça. On est prêt pour un nouveau défi. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je demeure à Gatineau comme recruteur US? La réponse est oui. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, tout est beau. Il y a plusieurs personnes dans la Ligue junior majeure du Québec qui travaillent dans le junior 3A. Ouais. Alors, de ce côté-là, la différence, c'est que mon rôle à Princeville, ça va être président de l'équipe et président des opérations hockey. Et propriétaire et c'est ça, actionnaire minoritaire. Mais c'est vraiment moi qui va avoir le dernier mot sur les transactions, le repêchage et tout. Moi, je rêve de voir une finale entre le Titan et le Prime d'Olivier Primo et voir Véro arriver avec son manteau de vison à l'Arena à Princeville. Ça serait de toute beauté. Pourquoi, Simon, dis-moi, avant qu'on commence notre émission spéciale avec ton top 20, oui. Pourquoi te lancer dans cette aventure? Bien, c'est une grosse galère à 60 ans quand on y pense, là. Surtout que le Junior 3A, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a un gros renouvellement du personnel. Imaginez un peu, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Junior 3A, ou ce qu'on appelle le Junior A dans le reste du Canada, on est un peu l'équivalent du Rocket de Laval par rapport aux Canadiens. Alors, si à un moment donné, il y a des joueurs qui performent très bien, bien, ils vont monter dans le junior majeur. Alors, il y a toujours quand même, il y a un gros équilibre à faire entre les joueurs que tu peux garder plusieurs années, les joueurs que tu veux développer. Fait que c'est vraiment, vraiment un défi c'est grand. Pour du hockey, là, c'est grand. C'est sûr que c'est pas la Ligue junior majeure du Québec, mais le challenge, je crois, est encore plus grand dans une certaine mesure à cause de la difficulté d'assembler un alignement, finalement, à partir de joueurs que tu peux pêcher un peu partout au Québec. Ouais. Fait que, il y a un repêchage. Il y a un repêchage samedi prochain. Fait qu'on peut quand même s'approprier des joueurs. Mais, écoute, ça va être drôle. C'est sûr que, regarde, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Je me donne quand même... J'ai une période d'apprentissage, moi, qui est là, qu'il ne faut pas nier. Parce que la Ligue junior 3, je ne suis pas familier avec cette ligue-là autant que la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais je suis familier avec le recrutement de joueurs. Les joueurs proviennent quand même des mêmes bassins. Alors, regarde... comme diraient les Russes en 1972, nous sommes venus pour apprendre. Puis est-ce que l'uniforme va rester rouge? Ça, je peux pas en parler tout de suite, okay. Mais c'est sûr que j'ai ma petite idée là-dessus, puis je pense que les auditeurs sont probablement capables de lire dans ma tête. OK. Je veux dire à Antoine Brunet, qui a remplacé Pag pendant quelques semaines de s'entraîner fort cet été, parce qu'il va avoir la compétition. Il a fini l'année à Princeville l'an dernier. Oui. Mais ça va être un sujet qu'on n'abordera pas dans les prochaines années. Il est mieux d'être gentil avec moi, par exemple. Il est mieux de faire comme il a fait là, quand il m'a signé sur Trevor Connolly l'autre jour. Là. Oh! Pag? Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. J'ai hâte de voir si les noms anglophones sont acceptés. Les Sharks de Princeville, par exemple, ça pourrait-tu être accepté? En Sarcelles?
Regarde, le nom est quand même significatif Pour la ville. pour la ville. Alors, ça, de ce côté-là, il n'y aura pas de changement de nom. Félicitations, Simon. Merci, Pike. Simon, Oui. le fameux moment de l'année est arrivé. Mon podcast préféré. Oui, le mien, je ne sais pas si c'est mon préféré comme auditeur, parce que je l'entends en direct, mais j'ai moins de travail à faire parce que c'est toi, ton top 20. Tantôt, tu disais, bon, on commence-tu à 1 ou on commence à 20? Pag, Ben oui. on commence à 20. Ben oui. OK. On Ça, fait c'est un, spectacle. un décompte. Mais ça fait drôle aussi, parce que c'est la première fois que le Canadien, depuis qu'on fait le balado, Oui. c'est la première fois que le Canadien n'a pas... L'an dernier, il ne repêchait pas dans le top 5, mais il y avait les choix 16 et 17. Oui. Et cette année, je choisirais 28e, mais ça, c'est s'ils gardent leur choix. C'est s'ils gardent leur choix. Mais, beaucoup quand même de suspense. Toronto, quand même, qu'on aime détester. Vancouver en reconstruction. T-Sharks de San Jose. Et, sait-on jamais, regarde, l'an dernier, tu avais Zarovski dans tes cartes cachées. Oui. Puis le Canadien l'a repêché au deuxième tour. Alors, on Et n'est j'avais jamais... Bryce Pickford dans mes cartes cachées aussi. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une agréable surprise. En effet. D'ailleurs, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. On a fait un pari sur mesure sur le site de Mise au jeu plus. Alors, quel sera le rang de sélection du premier joueur repêché par Montréal? Alors, il y a plusieurs scénarios disponibles, évidemment, entre le premier et le 27e rang, au 28e rang, ou entre le 29e et le 32e rang, ou après la première ronde. Donc, tous les scénarios sont disponibles. Les chances les plus favorables sont après la première ronde. Vous en pensez quoi, messieurs? Facile. Toi, Mathias, tu as l'air convaincu qu'ils ne gardent pas leur choix. Ben, ils veulent s'améliorer. Ils vont s'améliorer. Puis c'est sûr que le choix de premier tour perd de la valeur parce qu'il est 28e puis il n'est pas 15e. Mais c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. Mais est-ce qu'ils pourraient faire ce qu'ils ont fait l'année de Michael H? Ils avaient le 26e et se sont avancés au 21e? Ils ont besoin d'aide, là. Ils ont besoin d'un joueur de 23-27 ans pour progresser. Et ça prend un premier choix pour aller le chercher. Ça prend... Okay. Ça prend Age. Moi, écoute, je tomberais en bas de ma chaise si Age ou Zarovski, puis le choix de première n'est pas échangé d'ici le repêchage. OK. Voilà. Toi? J'ai appris à ne pas spéculer là-dessus, alors je te laisse... Je te pose une question, là. Oui, c'est un pari. Regarde, je ne sais pas, puis honnêtement, il y a d'autres intrigues dans le repêchage, on dirait, qui me passionnent plus que d'essayer de deviner si une équipe, peu importe laquelle, va garder son choix ou pas. Il y a un paquet de trucs, les San Jose, qui pourraient échanger le deuxième, pourraient aller chez le quatrième. Tu sais, il y en a... surtout... Il répond pas, mais le premier mot qui sort, c'est San Jose. Non, mais dans le top 10, dans le top 10 il y a rarement des échanges. C'est sûr que le 28e pourrait être là. Regarde, l'année passée, ils ont échangé le 16 et le 17. Puis je me souviens que toi, tu avais dit qu'il en échangerait au moins probablement un. Et ça a été fait. Ouais. Alors, je me fie à toi, Mathias, là-dessus. Tu es la boule de cristal de ce que le Canadien va faire au repêchage en première ronde. Alors, je me fie à toi. Bon, ben je sais toi, aussi que... Fie-toi à moi quand je vais te sortir mes cartes cachées. Parfait. Puis il y a quand même un autre gros dossier à surveiller. Oui. Parce que ton fils va peut-être se retrouver dans la division, dans la section du Canadien. C'est-à-dire? Dylan Larkin a demandé un échange. Oui. Il y a 3 clubs pour lesquels il a Vegas est là. Ouais. Vegas est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à échanger que Connolly? Oui, mais ça serait absolument ridicule de leur part d'échanger Trevor Connolly, surtout qu'ils ont de la difficulté avec le plafond salarial, même s'ils s'en sont tout le temps tirés. Ils vont avoir besoin de bons joueurs à 1 million par année. C'est dans leur ce qu'on appelle des premiers contrats. Ils vont avoir besoin. Et il y a à peu près juste Connolly qui peut livrer cette marchandise-là. Puis Connolly à Détroit, là, avec sa Eiserman, là, ça ne garantit pas des championnats. Non, mais on ne sait pas à Vegas qu'est-ce qui va arriver avec Connolly non plus. Je ne pense pas qu'ils le mettent dans le top 6 en partant. Regarde-moi, j'aurais aimé qu'il l'échange à une équipe qui a besoin d'un top 6 qui va l'embarquer tout de suite puis qui va gagner le Calder l'an prochain. Bon, mais ça n'arrivera pas. Canadien de Montréal. Hey, ça serait-tu le scénario de rêve? Connolly à Montréal? Oui. On fait changer chandail. Bleu, blanc, rouge. J'aime ça entendre Sam rire en arrière. Puis tu voudrais-tu que je chante bleu, blanc, rouge? On le fait-tu? Si Connolly est échangé au Canadien, on chante bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc. Non, tu chantes bleu, blanc, rouge.
OK. J'ai pas de Wow. mauvaise voix. Fait que je pense que ça me dérangerait pas de... Bon. J'aurais pas l'air... Mathias, fais aller tes contacts, là. Ouais. Appelle Vegas. Ouais, on va appeler tout le monde. Bon, on passe-tu au top 20, là? C'est ça qui est intéressant. Ben, c'est sûr que c'est ça qui est... Mais il faut laisser un peu l'auditeur languir. Ben, numéro 20. Oui. Alors, de la façon que je vais procéder, moi, je fais un top 20. Je ne fais pas un top 32. Pourquoi? Parce que selon moi, à partir de numéro 21, ça devient une très longue deuxième ronde, jusqu'à 45 en général. Alors, ce que je vais faire, cependant, vu que le Canadien pourrait repêcher 28e ou reculer peut-être en deuxième ronde, j'ai quand même une liste de noms dont je vais faire part, des joueurs que j'aime, qui sont susceptibles d'être là quand le Canadien va choisir. Et dans mon top 20, il va probablement rester une couple de joueurs qui vont Regarde être avec là. Zarovski. Ben, c'est ça, au 18e rang. Alors, c'est pas parce qu'un joueur est dans mon top 20 qu'il va partir nécessairement dans le top 20. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, on commence au numéro 20. Ben, on commence dans la LHJMQ avec Maddox Dagenet. Ah. Alors, Maddox Dagenet, pour moi, c'est un... Ben, écoute, c'est un centre très intéressant de 6 pieds 4. Puis c'est un joueur c'est le fils de Pierre Dagenet en Presque passant. aussi grand que son père. Presque aussi grand que son père. C'est un joueur qui a beaucoup de hargne, qui est capable de compter des buts, capable de faire des jeux. 30 buts, 32 passes cette année, 1 point par match à 17 ans à son année de repêchage. Puis pour moi, je ne sais pas s'il va dégringoler à 28. J'ai l'impression que tu peux pas... Il y a une équipe à un moment donné qui va allumer sur un centre de 6 pieds 4 qui, d'après moi, pourrait être un joueur de milieu d'alignement. À peu près à ce rang-là, c'est normal. Puis, regarde, il va probablement aller une autre année junior, puis après ça, on verra. Mais ça serait un excellent choix pour le Canadien s'il glissait. Écoute, tu te rappelles de l'anecdote avec les Princes? À l'époque, avec les Princes 2008, il voulait venir jouer avec nous, puis notre directeur général avait oublié de l'inviter au camp d'entraînement. Oh mon Dieu. Je lui disais, hey, coudonc, il n'est pas venu au camp. Puis, tu as regardé ton directeur général? Ben, on a tout gagné pareil. On était tellement forts dans ce temps-là. Bon, alors maintenant que tu t'es vanté pour la xème fois de ton championnat Ben, avec oui, les ben, Princes, j'ai- passons au numéro 19. Hey, elle fait mal. Elle fait mal. Oui, ben là, c'est moi un correct. peu. Non, mais c'est mon épisode d'aujourd'hui. Bon. Fait que, tu sais, je me suis fait marteler pas mal toute l'année, là. Veux-tu Fait que qu'on là, coupe j'ai- ça au montage? Non, je me suis fait marteler toute l'année. Fait que là, j'ai décidé aujourd'hui de sortir les Veux-tu les qu'on le coupe? Gunbox. Qu'est-ce que tu veux qu'on coupe? Les Princes? Ben non. Bon. Ben non. Parce que je veux pas qu'on coupe ma réplique. Je me suis essayé. Numéro 19, ça, c'est un gars, d'après moi, qui va sortir plus loin que 19. C'est Mattis Preston. Mattis Preston, c'est un ailier droit de 5 pieds 11, 175 livres, qui jouait dans la Ligue de l'Ontario cette année. Quelque chose que j'aime bien, il est né le 21 juillet. Donc, encore beaucoup de place à l'amélioration parce qu'il y a des joueurs qui sont des 7, 8, 9, 10 mois plus vieux que lui dans le repêchage. 44 points en 46 matchs. Ça a peut-être été un petit peu décevant pour lui parce que c'est un gars qui, à l'âge de 16 ans, donne l'impression qu'il pourrait peut-être être un choix top 10. Mais cette année, ça a moins marché du côté points. Il a quand même été bon au tournoi des moins de 18 ans. Fait que ça a peut-être remonté sa cote. À part le fait que c'est pas un gars qui est super fort physiquement, je pense qu'il est tellement habile que ça vaut un choix à peu près à ce rang-là. OK. Où est-ce qu'il va être pris? Je ne pense pas qu'il dépasse le milieu de la deuxième ronde. Mais c'est vraiment quelqu'un... moi, c'est comme c'est un petit coup de cœur. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur, Mattis Preston. OK. Ouais. 18e rang. Ça, j'ai beaucoup hésité. Oh. C'est Ouais. Liam Rock. Ils sont pas frères, eux? Oui, un des jumeaux Rock. Liam Rock, vois-tu, on les a comparés aux frères Sedin, les jumeaux Rock. Oh. Mais pas au point de vue qualité, parce que les frères Sedin, ça demeure des membres du Temple de la Renommée. Mais on les a comparés dans le sens que Liam est plus un marqueur, comme Daniel l'était, et Daniel Sedin, et son frère Marcus est plus un passeur, comme Henrik l'était. La différence entre les deux, c'est que non, ils ne sont pas aussi bons que les Sedin. Et je vais couper le suspense tout de suite, si jamais il y en a qui pensent à ça. Je n'ai pas Marcus dans mon top 20. Et Liam, je l'ai 18. J'ai même pensé le mettre plus bas. Pour la bonne et simple raison que, bon, c'est pas des gars super forts physiquement, mais ça, c'est pas la fin du monde. Mais c'est surtout que du côté de Marcus, le coup de patin est, je te dirais, assez déficient pour un gars quand même qui a eu pratiquement 100 points.
Liam, il a plus une touche de marqueur. Il est un petit peu plus rapide que son frère. Alors, Liam est probablement un meilleur choix que Marcus. Est-ce qu'une équipe peut essayer d'avoir les deux? Bien, regarde, il y a des équipes qui ont des choix plus lointains. Les Blues de Saint-Louis ont 3 choix en première ronde. Est-ce que les Blues pourraient prendre un Liam, mettons, au 11e rang, puis après ça, s'il est encore là, Marcus, vers la fin du repêchage, 30-31? Peut-être, ça se pourrait. Il y a une autre chose aussi avec les jumeaux, puis on l'a vu avec les Sedin. Bien, en fait, on l'a vu, on ne l'a pas vu avec les Sedin, mais on se pose la question. Est-ce que 2 jumeaux qui ont joué ensemble depuis l'enfance, sur le même trio, peuvent être séparés et devenir aussi efficaces individuellement? D'habitude, les jumeaux, c'est 2, là. Je réplique parce que tu m'as... Qu'est-ce que j'ai dit? 2 jumeaux. C'est très pointu. Mais c'est pas grave. C'est pointu. C'est pointu. Pag, as-tu le droit de faire des jeux de mots aujourd'hui ou c'est ton Je ne sais show? pas, mais ma blonde est dans le studio en ce moment et elle est professeure de français. Alors, est-ce que 2 jumeaux, on peut dire ça, ou c'est comme un genre de pléonasme? Ben, ça serait 4 personnes. Ben, c'est comme si tu dis 3 triplets. On peut dire 2 Ben, jumeaux. c'est ta blonde, c'est sûr. Non, qu'elle non, est non, non, biaisée. non, parce que du côté français, je me fais souvent reprendre, Mathias. Continue donc, Alors, là. c'est ça. On va demander à Mathias qu'il arrête de t'interrompre, là. Oui. Au 17e rang, un autre gars qui a énormément produit dans la Ligue de l'Ontario, tout comme les frères Rock, c'est J.P. Hurlburt. Et puis J.P. Hurlburt, normalement, il devrait avoir les statistiques, en apparence, d'un gars qui serait choisi top 10. C'est un ailier gauche de 6 pieds qui a 42 buts, 55 passes en 68 matchs, 97 points. Normalement, un gars comme ça, on peut s'attendre à ce qu'il soit choisi plus haut, mais... Où? En Ontario ou dans l'Ouest? Dans l'Ouest. Okay. Dans l'Ouest, c'est sûr. Mais il jouait pour le programme américain l'année passée à 16 ans. Il a fait le saut dans le junior majeur, ce qui est très rare, mais qui va être de plus en plus courant. On sait que Carter Meyer, l'année prochaine, fait le saut avec les Remparts de Québec. Hurlburt, qu'est-ce qui bloque un peu? C'est un peu sa vitesse, son accélération. C'est un gars qui a plus tendance à ralentir le jeu, jouer un peu en périphérie, ce qui peut être une bonne ou une moins bonne chose. Donc, il y a quand même un certain point d'interrogation avec ce gars-là. Je ne sais pas s'il va être choisi top 20, mais toi, moi, je l'ai mis 17. Fait que je pense que c'est un rang raisonnable pour un joueur comme ça qui a quand même le potentiel pour être un bon producteur de points, mais il y a des petits bémols. Au 16e rang, j'ai Adam Novotny. Adam Novotny, ça, c'est un joueur tchèque qui est venu jouer dans la Ligue de l'Ontario cette année à Peterborough. Il a obtenu 34 buts, 31 passes en 58 matchs. C'est un ailier gauche de 6 pieds 1, 205 livres. Et lui, c'est vraiment un ailier de puissance, le genre de joueur qu'on aime avoir en série, le typique joueur LNH dont les coachs et les directeurs gérants rêvent. Et c'est pour ça que je l'ai mis au 16e rang. Son potentiel offensif n'est peut-être pas de superstar, mais ça demeure quand même un joueur qui, d'après moi, un ailier qui va être très utile. Le type de joueur qui pourrait intéresser le Canadien s'il s'avance, comme tu disais. Oui, en effet. C'est le prototype joueur qui pourrait bien cadrer avec le Canadien parce que là, tu ne veux pas rentrer nécessairement un gars comme J.P. Hurlburt dans ton top 6, aussi bon soit-il. Tu ne veux pas nécessairement rentrer un gars comme Mattis Preston qui mesure 5 pieds 11. C'est sûr qu'un gars comme Novotny, ça serait un très beau complément. Est-ce qu'il va être encore là à 28? J'en doute. Est-ce qu'il peut être encore là peut-être à 20-21 si le Canadien veut s'avancer? La réponse est oui. Est-ce que le Novotny pourrait être le Zarovski de 2025 sans comparer du tout les mêmes joueurs? C'est 2 joueurs complètement différents. Oui, c'est ce que je dis là. Mais est-ce qu'il pourrait glisser en deuxième ronde? Ça, je pense pas. Parce que c'est quand même un joueur qui joue à Peterborough cette année, la Ligue de l'Ontario, meilleur joueur de Ligue junior au monde. Les recruteurs l'ont vu, ils ne le laisseront pas passer. OK. Mais si le Canadien s'avance, c'est toujours peut-être vers le 20-21e rang, un peu comme Michael H. Mais tu comprends dans le sens que je te disais que tu parles de ce gars-là comme peut-être un potentiel, puis que le Canadien va le chercher comme dans ils ce ont fait sens-là, avec oui. Zarovski. Même si on ne parle pas du même joueur de hockey. Au 15e rang, j'ai un gars qui, l'année passée, était perçu au mois de septembre comme peut-être un top 5. Mais moi, je l'ai baissé à 15. Je pense qu'il va baisser aussi. Il va probablement sortir peut-être entre 9 et 15. C'est Eden Belchetz. Eden Belchetz, c'est un mammouth. Alors, Pac, j'attends ton jeu de mots avec l'Utah. 6 pieds 5, 225 livres. 34 buts en 57 matchs à Windsor cette année dans la Ligue de l'Ontario. La question qu'on se pose toujours avec ces gars-là, on se la posait avec Porter Martone l'année passée, quoique je pense que Martone était un meilleur joueur de hockey. J'avais classé Martone plus haut. Même si Martone m'a
surpris en fin de saison à Philadelphie. La question qu'on se pose toujours avec ces gars-là, c'est est-ce qu'ils dominent dans le junior parce qu'ils mesurent 6 pieds 5, 225 par rapport à des joueurs peut-être plus petits, hein? plus petits, plus adolescents, alors que 6 pieds 5, 225, oui, dans la Ligue nationale, c'est gros, mais tu peux te faire tasser quand même. Moi, c'est la question que je me pose, mais dans le cas de Belchess, il y a aussi un peu... j'irais pas le qualifier de pas travaillant. OK, ça serait dur envers lui. Là, on parle pas ici de gars qui disparaît, mais des fois, peut-être qu'on aimerait qu'il fournisse un effort un petit peu plus soutenu. Si c'était le cas, il serait un choix probablement top 5 à 7. Là, je te mentionne ça seulement parce qu'il a annoncé sa retraite cette semaine. Milan Lucic, est-ce qu'il y a des comparaisons possibles avec lui ou non? Ben, c'est pas un bagarreur, Belchets. Okay. Mais c'est sûr que physiquement, c'est pour ça physiquement que, oui. Physiquement, oui. C'est un jardinier. Il ferait les jardins d'Eden. Eden Belchess. Non? OK. Il s'appppelle Ethan, premièrement. C'est E-T-H-A-N. Je m'en mêle pas. Non, on s'en mêle pas. On s'en mêle pas. On s'en mêle pas, on continue. Oh là là. Ben, écoute, il a le droit. Ben, il a le droit. Mais Aldon, moi j'en ai fait des meilleurs que lui aujourd'hui. En arrivant, tu en as fait un gros. J'en ai fait un gros en arrivant. Ouais, mais tu vois, quand le micro... Ah non, moi, quand le micro commence, les auditeurs, ils veulent entendre des commentaires sur les joueurs et non de mauvais jeux de mots. A fait de ma part. Voilà. Pag, c'est sa spécialité. Au 14e rang, ça, c'est un joueur que j'aime bien. Puis, je le sais que il y a des hésitations dans son cas chez les recruteurs. Puis, je me demande pourquoi il n'est pas plus haut. Il s'appelle Nikita Klepov. Moi, j'adore ça quand un joueur, lui, dans ce cas-ci, même s'il y a un nom à consonance russe et c'est un Américain, moi, j'aime ça quand les joueurs quittent les ligues moins challengeantes pour venir se challenger dans le junior majeur canadien et particulièrement la Ligue de l'Ontario. Alors, Klepov est venu dans la Ligue de l'Ontario et à 17 ans, né en juin 2008, fin juin 2008, en fait, le soir du repêchage, 27 juin 2008, il va fêter ses 18 ans. 97 points en 67 matchs. C'est une machine offensive, ce gars-là. Puis, j'ai longuement hésité. J'avais pensé le mettre un peu plus haut. Mais je ne sais pas physiquement encore s'il est assez développé. C'est juste ça qui me bloque. Mais ça pourrait être... C'est 6 pieds 180, mais il a besoin de se développer un peu plus. Ça, c'est un gars qui pourrait surperformer son rang sélection. Ailier, centre? Ça, c'est un ailier droit. Alors, c'est sûr que les ailiers ont moins de valeur que les centres, et c'est pour ça que dans ce qui s'en vient, j'ai quelques centres que j'ai mis là qui sont peut-être du calibre de Klepov, mais étant centre, on va leur donner la priorité. Au 13e rang, Tynan Lawrence. On en a beaucoup parlé. Tynan Lawrence, c'est un gars qui avait été repêché il y a 4 ans par les Saguenay-Chicoutimi. Donc, s'il était venu jouer dans la Ligue, il serait rendu en Coupe Memorial cette année, mais il a fait le choix d'aller aux États-Unis et il a joué dans la USHL. Il a été blessé en début de saison et à son retour, il était le meilleur joueur de la USHL à 17 ans. Et au fait, l'Université de Boston, l'Université de Cole Hudson et de Lane à l'époque, Macklin Celebrini, est venu le chercher pour le faire jouer. J'ai aimé beaucoup, j'ai aimé ça parce que j'aime ça quand un joueur s'en va dans la NCAA à 17 ans parce qu'on peut se faire plus une tête quand il joue contre des joueurs encore plus vieux et des fois, ses faiblesses peuvent être exposées. Et ça, je sais, c'est un couteau à 2 tranchants. C'est que des fois, si le gars domine dans une ligue inférieure, on ne les voit pas, ses faiblesses. Si le gars, il domine plus dans une ligue supérieure et que ses faiblesses sont exposées, ou on peut se dire, on va faire une évaluation, on sait déjà à qui on a affaire, ou on peut dire, il y en a qui, OK, lui, il a cette faiblesse-là, je n'y touche pas. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Gavin McKenna cette année. Si Gavin McKenna reste dans le junior majeur et qu'il fait 190 points, on ne parle pas du tout de quelconque bémol à son cas. Et là, on a mis des bémols parce que dans la NCAA, il y a des choses à améliorer, on peut appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas des grosses faiblesses. Mais on a vu des choses dans la NCAA, dans le cas de McKenna,
qui te laisse croire que c'était peut-être pas le joueur générationnel annoncé. En première moitié de saison, surtout. Oui. Deuxième moitié de saison, un peu mieux, mais on verra si, Oui, on va en parler tout à l'heure. c'est assez bien repris. Parce que vous devinez que Gavin McKenna est dans le top 20. Ben, on devine c'est juste de savoir où il est dans ton top 5. Là. Oui, c'est ça. Alors, Tynan Lawrence, je pense, un centre, né au mois d'août. C'est le fun. J'aime ça quand ils sont nés au mois d'août. Mais tu vois, je vais t'en nommer 2 qui sont nés tard dans l'été. Oui. Puis ça ne nous avancera pas plus. Oui. Nick Suzuki. Oui. Jesperi Kotkaniemi. Oui, je peux te nommer Nathan McKinnon puis Alexandre Barkov aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, ça non, mais, pas toujours. Non, mais j'aime bien. Je comprends parce que c'est les plus jeunes de leur QV. Puis c'est. Ben, regarde Matthew Schaefer. Matthew Schaefer, très jeune. Ouais. Regarde, Tynan Lawrence, quand il est arrivé à Boston, l'adaptation a été quand même difficile. Il y a 7 points en 18 matchs. Puis des fois, il était un peu perdu sur la glace. Mais moi, je trouve que plus la saison progressait, entre janvier et mars, plus je considère qu'il s'est amélioré et le talent est là. C'est un très bon fabricant de jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Puis je sais qu'à un moment donné, il y avait un analyste qui, à l'automne, alors qu'il dominait dans les ECHL, qui l'avait classé premier. Évidemment, il l'a baissé dans son classement par la suite, mais ça, c'est normal. C'est pour ça que j'aime pas faire des classements durant la saison, parce que cet analyste-là va se faire remettre sur le nez un jour. Si Tynan Lawrence ne produit pas, il va se faire remettre sur le nez qu'à un moment donné, il l'avait classé premier. Il l'a classé premier au mois d'octobre. Sage décision. Oui, mais moi, j'en fais plus de classement au mois d'octobre. Mais le classement que je fais aujourd'hui, je vis avec. Et dans 10 ans, quand on fait des repêchages ou 5 ans, vous pouvez venir passer vos commentaires dans la section commentaires. J'ai aucun problème avec ça. J'ai jamais eu peur de mes opinions, puis on le sait. Alors, il y a eu des Tim Stutz là, où j'ai eu que j'avais premier, puis je pense que je ne me suis pas trompé. Mais j'avais également Tyson Jones 4e. Et en ce moment, tout ce qu'il y a de 4e en lui, c'est le trio sur lequel il joue. Prendrais-tu Jake Sanderson ou Tim Stujla? C'est une bonne question, parce que Sanderson est un pas défenseur. Pas pour te challenger Non, mais il est un défenseur. Regarde, un défenseur. Moi, je te dirais que si Sanderson avait un petit peu plus d'offensive, je prendrais lui. Okay. Mais à cause du fait que Stützle est quand même un joueur de centre, il n'est pas un ailier. Si Stützle, mettons, était ailier, je prendrais Sanderson. Mais joueur de centre, je maintiens Stützle, mais regarde, Ottawa, le meilleur des deux mondes. Dommage, il y a eu les deux. Dommage qu'il ne soit pas... ça a été un des grands repêchages. Tu vas me dire, c'est facile, il y avait des choix 3 et 5, là, mais quand même, il aurait pu se tromper. Il aurait pu se tromper. Bien, c'est sûr. Alors, je pense que dommage qu'Ottawa n'ait pas pu mieux les entourer. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Au 12e rang, j'ai le défenseur Daxon Rudolph. Et là, vous allez voir que dans les prochains choix, il va y avoir beaucoup de défenseurs. Daxon Rudolph, c'est un défenseur de l'Ouest de 6 pieds 2 qui a 78 points cette année à Prince-Albert. Je pense pas que ça soit... C'est pas nécessairement un dynamo offensif. Et tu le sais, Mathias, les défenseurs de la Ligue de l'Ouest, leurs statistiques, je m'en méfie. Et ça, quand on fait les petites recherches, on se rend compte que j'ai pas tort de m'en méfier. Mais les attaquants aussi. Les attaquants aussi. Il faut faire attention à la Ligue de l'Ouest. Il y en a qui disent que la Ligue junior majeure du Québec est la moins forte des 3. Regarde, je sais qu'on a un bassin ici de joueurs qui est plus petit que dans l'Ouest, mais le problème dans l'Ouest, il y a quand même beaucoup d'équipes. Il y a 20 équipes. Je pense qu'il y a trop d'équipes. Le calibre serait meilleur si dans l'Ouest, peut-être, on baissait ça à 14 ou 15. Je sais, au Québec, il y en a 18. Ça, c'est une autre conversation. Mais le point, c'est que dans l'Ouest, le jeu est plus ouvert. C'est pas que le produit est plus dilué, mais le jeu est plus ouvert. Ouais. Puis pour moi, les points sont un petit peu plus faciles à aller chercher. Regarde, cette année, dans la Q, c'est Maxime Massé qui a un grand championnat. C'est quand même un joueur de 19 ans. Et il y a eu seulement, entre guillemets, 101 points. Oui. Bien, c'est intéressant quand tu parles de bassin. Puis souvent, si tu me permets une parenthèse, on ne le réalise pas. Mais la Ligue junior de l'Ouest, c'est 4 provinces. Mm-hmm. Écoute, 5 avec le Yukon. Oui, et maintenant, on peut ajouter... les États. Oui, les États maintenant, incluant le Minnesota.
C'est beaucoup, ça. Contre deux provinces. Alors qu'au Québec, Ben, il y a les maritimes, oui, mais c'est... c'est comme une province, Ouais. quasiment les maritimes. Et ici, au Québec, pour les Américains, on a on a 6 États de la Nouvelle-Angleterre, mais la majorité des joueurs viennent du Massachusetts. On n'a même pas l'État de New York. Pensez-y. Et ça se discute. C'est vraiment pas fair qu'un État qui est collé sur la province, on n'ait pas à faire... Ouais. Un joueur de Plattsburgh ne peut pas venir jouer dans la Ligue junior Maritime Québec. En passant, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de Princeville au début, mais je voulais dire, ça s'est très bien passé au repêchage de la LGMQ en fin de semaine. J'étais à Halifax. On est très satisfait à Gatineau des choix qu'on a fait. Et puis, belle ambiance là-bas. Les fans, c'était presque rempli l'aréna. Les parents des joueurs, et j'ai rencontré des gens des parents de joueurs et des joueurs qui écoutent notre podcast. Alors, ça m'a fait plaisir de les rencontrer, leur serrer la main. Il y en a un d'ailleurs qui a été repêché par notre équipe, et il y en a par d'autres équipes. Alors, ça a été très agréable de jaser avec les parents québécois qui nous écoutent. Beaucoup de papas avec leurs enfants. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai croisé Rémi, que je salue, Oui. qui écoute chaque mardi avec son fils hockeyeur de 12 ans. Puis ils écoutent dans l'auto. Super. Comme Logan avec son papa la dernière fois. Fait que c'est le fun d'avoir père-fils ou mère-fille ou mère-fils ou peu importe. Moi, je vais vous dire, c'est toujours très apprécié de rencontrer des gens. Quand vous voulez venir me parler, des fois, dans les cafés, les restaurants, vous ne me dérangez jamais. On sait que sans les auditeurs, c'est un cliché, là, Mathias, puis je ne veux pas commencer à jouer du violon, mais on sait que si on n'a pas d'auditeurs, toi et moi, on va jaser à la taverne. Bien, c'est sûr. Au lieu de jaser devant un micro. Alors, on revient à nos moutons. Le 11e rang, le Suédois Elton Hermansson. C'est un ailier droit de 6 pieds 1, 180 livres, qui a joué en 2e division en Suède, c'est-à-dire la Ligue Allsvenskan, qui n'est pas la Swedish Hockey League. Mais qui a produit Philippe Forsberg, entre autres. Là. Mais qui a produit Philippe Forsberg. Ça, c'est une ligue où souvent, on va faire jouer les bons joueurs de 16-17 ans qui, au lieu de jouer quelques minutes par match, dans la SHL, on les fait jouer dans cette ligue-là. Cette année, par contre, il y a 2 espoirs suédois, dont on va parler un petit peu plus tard, qui ont joué dans la SHL, eux. Mais Hermansson, il est une coche en dessous de ces gars-là. Pour la compréhension de nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que les meilleurs clubs de la 2e division, ça équivaut au pire club de la première, étant donné qu'il y a la relégation? Oui, exactement. Comme au soccer, on fait de la relégation. L'équipe qui finit dernier en SHL s'en va en 2e division et le meilleur s'en vient en première division. Alors, Hermansson, lui, moi, c'est un gars, j'ai bien aimé le suivre durant l'année et, tu sais, des fois, c'est le fun de les voir jouer contre des joueurs nord-américains. Alors, quand il y a eu des tournois, c'est intéressant de le voir sur des patinoires de dimension réglementaire LNH. Moi, je ne sais pas. C'est un gars, il est toujours bien placé, il a un bon lancer, il fait des belles passes. Regarde, c'est un joueur offensif, je pense, qui pourrait surprendre dans le sens que, bon, il va pas être repêché en 10 et 15, là, je ne suis pas en train de réinventer la roue, mais encore là, s'il y a un gars qui pourrait dépasser, surperformer sur la sélection, c'est Hermansson, mais je pense qu'il va falloir que, étant donné que c'est un ailier, je pense qu'il va falloir qu'il tombe dans la bonne équipe, si tu comprends ce que je veux dire, dans des bonnes circonstances, mais s'il est repêché en 10 et 15, on verra. Je le verrais bien peut-être. Qui choisit 11e? Les Blues de Saint-Louis. Ils aiment ce genre de joueurs-là. Ils repêchent souvent des Suédois. Oui. Puis, je ne sais pas. Peut-être une équipe comme ça pourrait se retrouver avec Hermansson. Et là, on arrive au top 10. Là, ça serait le fun Ouais. d'avoir les équipes aussi, parce que tu ne fais pas un repêchage simulé, mais juste par curiosité aussi, avoir le rang de sélection de... Non? Ça pourrait être le fun. Oui, mais c'est sûr Parce que là, tu viens de nommer les Blues, c'est le fun de juste se faire une idée, mais c'est pas un repêchage simulé. Non, parce que mon classement, vous allez voir, moi, il y a peut-être 2 joueurs dans le top 10 qui ne partiront pas top 10. OK. Alors, il ne faut pas se fier à ça. Et je le répète, des fois, on le dit avant le podcast, mais là, j'ai oublié au début du podcast. Ce n'est pas un repêchage simulé que je fais. Mais... Alors, quand je dis, moi, mettons que je classe Maddox Dagenet 20e, c'est ma liste personnelle, comme si moi, j'étais recruteur-chef à table dans la Ligue nationale. Je ne suis pas en train de prédire que Maddox Dagenet va sortir 20e. C'est juste pour nous rappeler qui choisit dans le top 10. Oui. Alors, dans le top 10, moi, je commence avec
Viggo Bjork. Viggo Bjork, c'est un joueur suédois, ceux qui ont passé. Et en passant, c'est Nashville qui a le 10e choix. OK. Viggo Bjork, ça, c'est un joueur suédois qui a joué en SHL cette année chez les pros. Il a produit modestement 15 points en 42 matchs, mais quand même. Quand même, c'est bon, ça. Ouais. Probablement un joueur, 5 pieds 975. C'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Mais étant donné que c'est un joueur de centre de 5 pieds 9, je suis sûr qu'il y a des clubs probablement qui hésitent à le mettre dans le top 5 parce qu'il a des habiletés top 5. Mais peut-être qu'on se rappelle Marco Rossi. Marco Rossi qui est un joueur de centre de 5 pieds 9. Qui était quand même productif. Et on voit que Marco Rossi a quand même un plafond de deuxième centre. C'est limité dans son cas. C'est un bon joueur, mais quand même un peu limité. Mais on a la mémoire quand même parfois courte. Puis là, il y a Stankoven en Caroline qui va bien. Peut-être qu'on va se dire... Peut-être. Ouais. Parce que Viggo Bjork, ses habiletés se rapprochent plus de celles de Stankoven que celles de Marco Rossi, selon moi. Ceux qui ont suivi le championnat junior ont certainement été impressionnés. Et il a joué au mondial au mois de mai. Il était dans l'équipe suédoise avec les hommes contre les joueurs de la Ligue nationale. Et Viggo Bjork n'était vraiment pas perdu sur la glace. Est-ce qu'il va jouer dans la LNH l'an prochain? Je ne crois pas. À 18 ans, il va retourner en Suède. Mais ça ne serait pas surprenant de le voir ici à 19, surtout que je pense qu'il va être repêché assez haut. Alors, une équipe qui a besoin d'aide va le faire jouer. Ça, mon 9e choix, c'est un coup de cœur. C'est un joueur qui, d'après moi, va surperformer son rang de sélection. Regarde, il y a des classements que je regarde par-ci par-là qui le mettent 45e. Oh. Il y en a qui le mettent 20e. Il y en a qui le mettent 14e. Moi, je le mets 9e. C'est Alexander Command. Alexander Command, c'est un Suédois. Il est venu jouer à Trois-Rivières au tournoi Junior A. Et il a vraiment été éblouissant dans ce tournoi-là. Et pendant toute la saison, c'est un joueur qui a... je ne sais pas, moi j'aime ce genre de joueur-là. Il a des mains. Il est créatif. J'ai un gros faible, moi, pour les joueurs créatifs. Je serais curieux de voir où Craig Button, là. Je ne sais pas où Craig Button, là. Il faudrait regarder la liste de Craig. Là. Je ne sais pas si la liste finale est sortie. Mais tu vois, Alexander Command, c'est un joueur qui a joué junior en Suède cependant cette année, un joueur de centre important, de 6 pieds 1, 185. Et il a obtenu 44 points en 30 matchs. On parle cependant de Ligue junior suédoise, alors on prend ça avec un grain de sel, mais je pense que s'il était venu jouer au Canada, il aurait très bien performé. En passant, ce sont les Panthers de la Floride qui ont le 9e choix. Okay. J'imagine que Pac dirait qu'il commande le respect, c'est ça? Il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. Mais je me suis... Non, mais je m'étais un peu... Pas grande liberté. Oui, pas pas grande planté avec Ethan, fait que j'ose plus trop m'avancer. Mais non, mais ça fait partie du spectacle, mon ami Pag. Vas-y, là. On veut ça se commande pas comme ça, là, des jeux. Non, c'est vrai, il faut pas faire ça. Il vient d'en faire un. C'est comme c'est comme... Il vient juste d'en faire un. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça se commande pas comme ça, des jeux de mots. Il en a fait un. C'est fort. Alexander Command, Craig Button l'a classé 13e. 13e. Oh, tu vois? Intéressant. Regarde, il va peut-être sortir dans ce coin-là, en fait. Et là, au 8e rang, mon coup de cœur du repêchage c'est lui? 2000. C'est lui. C'est ton amour? Oui, c'est mon amour, mais c'est plus mon amour Carter Bear que mon amour filial. Non, mais ça Trevor Connolly, là, ça se bat pas, là. Non. OK, Trevor Connolly, c'est une fixation, une obsession. Écoute, je regarde toutes ses présences sur la glace dans la Ligue américaine. Puis, je veux dire, j'ai le popcorn dans les mains, j'ai la bière. On n'ira pas plus loin. Oui, c'est ça. Puis, mais, vous vous souvenez, l'an passé, j'avais Carter Bear comme coup de cœur. Cette année, moi, c'est Wyatt Cullen. Et j'en avais parlé durant le podcast dans la saison. Wyatt Cullen, c'est un gars qui regarde, je pense que c'est un gars qui pourrait sortir... Dans le meilleur des cas, il pourrait sortir 11-12, peut-être, à moins d'une surprise. Dans le pire des cas, il va sortir 22-23. Il ne sera pas dans le top 10, tu penses? Est-ce qu'une équipe pourrait prendre une chance avec lui? Là, il y a Winnipeg qui choisit 8e. Il y a Floride 9e. Parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a quand même un top 7 qui, d'après moi, est cadenassé. Et c'est le même top 7 que j'ai moi, pas nécessairement dans le même ordre, mais d'après moi, il y a un top 7 qui est cadenassé. Et le repêchage, selon moi, en fait de surprise ou en fait de oh mon Dieu, ils ont pris ce gars-là, d'après moi, ça commence à 8. Je pense pas que la Floride va repêcher à 9, moi.
Toi, tu penses qu'ils vont échanger de choix? Ouais. OK. Alors, toi, Mathias, Mais tu c'est vois, juste un feeling. tu vois des échanges partout, Non. mais bon. Mais des échanges c'est clés ta comme les nature, Panthers ouais. veulent rebondir. C'est sûr que s'ils ils pêchent n'ont- White Cullen, il ne jouera pas l'an Ils prochain. n'ont pas besoin de... Là, ils veulent de l'aide là, parce que leur fenêtre est là. Bon, White Cullen, c'est un ailier gauche de 6 pieds 1, 175. Là, je vais te dire tout ce que j'aime. À part le fait qu'il y a des mains en or, il a un excellent coup de patin, il est créatif. Lui, je prends un verre d'eau, là, Ouais. Ça revole. parce que je ne vais pas me chercher une bière quand il est sur la glace. OK. Je suis revenu avec ce vieux gag-là, là, il fallait le ramener. Ah oui, là. hein? Ben, T'es-tu ça allé faisait- chercher une bière quand ça- Suzuki a gagné le Selkie ou... On peut Puisque t'ouvres la porte. On va garder ça pour Puisque un autre, t'ouvres on la va garder porte. ça pour un autre podcast. Tu connais mon opinion sur le trophée Selkie, que ça soit Suzuki Et ou quelqu'un d'autre. C'est sûr que ça n'aurait pas été mon premier choix. Non? Non. Bon. Mais moi, c'est pas l'idée de Suzuki, c'est l'idée du trophée Selkie comme tel. Ben, un gars en plus qui joue à peine en infériorité numérique, pour moi, c'est ça... ça. ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réputation. Puis de... Bon, tu sais, C'est à un moment ça. donné, on dirait qu'un gars, il gagne puis il est abonné. C'est là, un tu sais. trophée de réputation. Oui. Sans rien enlever, Oui, tu parce sais que- comment j'aime Suzuki. Oui, là. oui, mais tu comprends que pour les voteurs, c'est difficile d'arriver. On sait qui vote. Ce Ouais. sont les journalistes sur le beat, hein, en général. Alors, eux, comment ils peuvent arriver puis analyser tous les joueurs de toutes les équipes? Parce que ça ne flash pas autant qu'un joueur offensif. Mais là, il y a les- Tu vas voter pour le trophée Hart, c'est Ouais. plus facile que de voter pour le Selkie. Il y a les stats Regarde, avancées, mais il j'aurais faut... j'aurais de la misère à voter pour le Ouais. Selkie, honnêtement, Mathias, puis je suis ça comme un fou. Fait que j'aurais de la misère à voter. Fait que c'est rien contre les voteurs, là, s'il y a des journalistes voteurs qui nous écoutent. C'est juste que c'est un trophée, c'est très difficile d'évaluer selon C'est moi. sûr. Mais bon, bravo Suzuki, il l'a gagné. Moi, ce que j'attends de la part de Suzuki, je le dis, je le répète, c'est qu'il batte le record de Phil Kessel. Ça, moi, c'est un record qui me fascine. OK. Je Alors, un autre 7 ans. pensais que tu attendais qu'il fasse 100 points, mais... OK. Oui, mais ça, c'est fait déjà. Ah! Oui, OK. OK. Bon, on continue. Alors, C'est toi qui as parlé de on Suzuki, pas moi. revient à mon joueur préféré du repêchage. White Cullen, 34 points en 34 matchs au sein du programme américain, au sein d'une équipe vraiment, anormalement, très faible cette année. OK? On est loin du programme américain de l'année des Boldy, Hughes, C'est Caulfield, bizarre, York et hein, compagnie. que ça tombe comme ça, pourtant. Oui, Ils ont un bon bassin. oui, mais là, ils vont commencer à perdre des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui vont s'en venir jouer au Canada. Fait que le futur du USNTDP est peut-être, je te dis pas qu'il est remis en question, mais je te dirais que la qualité va être rongée, la qualité va être rongée et il y a un gros problème avec le USNTDP et ça s'est parlé en fin de la semaine dernière à Halifax. Là. Je te raconte des petites choses qui se discutent à l'hôtel en couloir, en coulisses. Le problème du USNDDP, c'est que eux, ce qu'ils font, ils sont dans la USHL et il y a une partie du calendrier qui est joué par leur équipe de 17 ans et il y a une partie de leur équipe qui est jouée par leur équipe de 16 ans. Alors, imaginez, là, pour faire une comparaison boiteuse, là, le Canadien joue, mettons, 54 matchs comme le Canadien, puis les 30 autres matchs, c'est le Rocket qui vient jouer. Ouais. Ben, enfin, c'est boiteux, mais tu comprends ce que OK. je veux dire. Mais en même- Et là, ce qui est arrivé, c'est que oui, ça aide les joueurs à se développer dans le sens qu'on les voit contre des gars de 18, 19, 20 ans. Ça, j'aime bien ça. Mais en même temps, les gars de 16 ans, souvent, ils se font complètement massacrer des 8 à 1, des 9 à 1. Est-ce que c'est nécessairement ça qu'on veut? Et j'imagine que les nouveaux règlements aussi, ben là, les Oui. ligues juniors perdent des gars de 19 ans. Voilà. Ça ouvre la place aux gars de 16, 17 ans Voilà. qui vont juniors au lieu de rester dans le programme. C'est ça. White Cullen, né le 8 septembre. Écoute, c'est merveilleux. Il rate le repêchage l'année prochaine par 8 jours. Et surtout, c'est le fils de Matt Cullen. Longévité, hein, il jouait jusqu'à 40 ans. Ouais. Il est plus talentueux que son père, mais s'il a le même caractère que son père, il va avoir une très longue et belle carrière. Et surtout, pourquoi White Cullen est sorti un peu de nulle part? C'est parce qu'au camp d'entraînement du NTDP, il y a 2 ans, à l'âge de 16 ans, il mesurait 5 pieds 5 et pesait 120 livres. Wow. Hop là. Alors, je n'ai pas besoin de te dire que la coupure a été assez rapide. Mais là, il a commencé à grandir un peu comme Beckett Seneca, il y a quelques années. Mhm. Et là, on le sait, avec le père qui faisait 6 pieds 1, 200, on le savait que ça arriverait. Mais ça arrive quand? C'est arrivé dans je te dirais, la dernière année et demie. Et il grandit, il est rendu à 6 pieds 1. Puis, sais-tu quoi? Et il n'a pas perdu son agilité. Mais avec un père qui a été dans la Ligue nationale, surprends-toi pas s'il sort quand même plus tôt. Parce Ouais. que tu as tout le temps
les équipes vont se dire, bon, il y a la génétique, puis les équipes vont se dire, hey, c'est mon chum, Oui, il est puis peut-être bon. puis veut pas, là. Puis il y a un autre fils de joueur, d'anciens joueurs dont on va parler dans quelques choix. Tu sais, veut pas, je sais que ça garantit rien, mais c'est toujours un petit peu un atout quand, enfant, tu t'es promené dans des vestiaires de la Ligue nationale. Oui. Tu sais, c'est seconde nature. C'est comme je sais pas moi, un fils d'avocat, un fils de soudeur, un fils de... Peu importe. Tu sais, t'as pas fait le travail, mais à 8 ans, t'arrives dans une chambre de la Ligue nationale, puis pour toi, c'est quasiment comme une deuxième maison. Ouais. Alors, c'est ça que les équipes valorisent, je crois. La familiarité d'un C'est joueur à s'adapter. En tout cas, moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon Carter Bear de cette année. Je lui souhaite d'être repêché haut et je lui souhaite surtout d'être repêché à une équipe que j'aime, où il va se développer et il ne me fera pas mentir. Numéro 7. Albert Smith ou Albert Smith. Albert Smith, ceux qui ont regardé les Jeux olympiques, les championnats du monde l'ont vu. C'est un gars de la Lettonie, un défenseur de 6 pieds 3, 205 livres, qui a joué en Finlande cette année. Donc, il a quitté son pays natal pour jouer dans une ligue de calibre supérieur. 13 points en 38 matchs, mais surtout ce qui nous a frappé aux Olympiques, alors qu'il a affronté des équipes de la Ligue nationale dans la plupart des cas, et au championnat du monde, il a tenu son bout. Il a joué beaucoup de minutes. Je sais que la Lettonie n'est pas un pays qui est très fort en hockey, mais quand même, ça s'est beaucoup amélioré. Il chauffe le Canada, puis c'est plus que c'était avant. Smith, je te dirais, il est très, très près de la Ligue nationale. En plus d'être né en 2007, il va avoir 19 ans au mois de décembre. Ça, c'en est un. Là, je ne sais pas c'est quoi l'arrangement, le contrat qu'il y a, mais c'est un gars peut-être qu'une équipe pourrait tenter de faire jouer dès cette année dans la LNH. OK. Qui est à 7 par curiosité? Qui est à 7? Juste par curiosité. Oui. Qui est à 7? C'est le Kraken de Seattle qui ont énormément besoin de défenseurs. D'ailleurs, avec tous les défenseurs qui sont disponibles, je pense que le Kraken vont choisir un défenseur. Smith, je te dirais cependant, est-ce qu'il y a un gros plafond offensif? Non. Mais je vois en lui un solide top 4 ou peut-être même un numéro 2 qui pourrait être jumelé à un plus petit joueur qui monte la rondelle. Tu sais, un Hudson, un Quinn Hughes. Jonas Brodin n'a pas un gros plafond offensif au Minnesota. Puis... C'est vrai. Il est bon. Alors, c'est pour ça que Smith, je ne l'ai pas plus haut que 7, mais je l'aime bien. Puis, tu sais, c'est important, ce genre de joueur-là. La seule affaire, des fois, j'ai hésité beaucoup entre Smith et Cullen. J'y suis allé pour la position, mais c'est sûr que, point de vue coup de cœur, même si j'ai Cullen 8, puis Smith 7, tu sais, je suis allé un petit peu plus avec la raison, numéro 7, mais je ne sais pas si j'étais à table d'une équipe, si j'ai le choix entre Smith et Cullen. Je ne sais pas qui je prendrais. Parce que j'adore Cullen. Mais à un moment donné, il faut que tu écoutes ta raison aussi. Juste pour mettre en perspective comment c'est un choix. Juste, je reviens un peu sur Cullen. Craig Button l'avait classé 24e. Donc, c'est vraiment comme un choix qui sort de l'ordinaire. Ben, pas qui sort de l'ordinaire, mais qui est propre à toi. Je pense que oui. Je pense que j'ai vu d'autres classements qui l'ont un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'il pourrait sortir 24. Quoi que ça m'étonnerait. Mais je comprends à Craig de le mettre 24. Regarde, cette année, là, pour faire un petit commentaire, là, il y a des bémols sur tous les joueurs. Tous, sans exception. Dirais-tu que c'est un repêchage plus faible? Pas nécessairement plus faible dans l'ensemble. Moi, je pense que c'est un repêchage qui va ressembler aux autres. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de joueurs, mettons, dans les 2-3 premiers, que tu dis, là, ah, wow, ça, c'est le joueur quasi parfait. Aucune hésitation. Ça va être une superstar. Il y a tous des joueurs qui te font dire, ah ben, ça va être qui le meilleur? C'est plus ça. C'est que quand tu te penses à 2022, il y a des bons joueurs en 2022, mais est-ce qu'on pouvait dire, avant le repêchage 2022, qu'il y avait un joueur là, que tu disais, là, lui, c'est certain qu'il va être bon? Mais regarde aujourd'hui, Gauthier, Cooley, Slavkovski. Et le meilleur, Lane Hudson. Oui, mais lui, il était choisi plus loin. Oui, mais je te parle dans le top 5. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et c'est pour ça que des fois, imagine quelqu'un qui aurait fait un classement avant le repêchage à ce date-ci, en mois de juin 2022, et qui aurait eu Lane Hudson premier. Et d'ailleurs, je pense que Serge Savard a dit que c'était le meilleur qu'il avait vu depuis Bobby Orr. Pour le défenseur offensif? Oui. OK. Défenseur offensif, moi, je pense qu'il y a eu mieux que ça, mais... Je ne tirais pas sur le messager. Non. Écoute, regarde, quand même, mais
je comprends ce qu'il veut dire. Au numéro 6, un autre défenseur un peu dans le moule de Smith, Keelan Verhoff. Keelan Verhoff, c'est un joueur qui jouait dans l'Ouest l'année passée. Dans le moule de Smith, oui. Ben, dans le moule, dans le sens que le plafond offensif n'est peut-être pas super élevé, mais il est un petit peu plus élevé. Keelan Verhoff, c'est un gars qui a joué dans l'Ouest l'année passée et il était perçu comme un possible numéro 2 après Gavin McKenna. Sauf qu'il s'est emmené dans l'NCAA à 17 ans et il y a des petites choses qui ont été exposées, des petites préoccupations qui sont nées suite à ça. Défenseur droitier. Et c'est ça. C'est un défenseur droitier. Puis, Verhoff, 6 pieds 4, 210, 20 points en 36 matchs à 17 ans en North Dakota. Ouais. C'est quand même très bien. Très bien. Je ne jouais pas beaucoup au championnat mondial junior au départ. Non. Il a joué au moins 18 ans, mais ça moi, je pensais à ça. Je suis allé le voir en personne. Moi, j'ai vu un gars qui, d'après moi, va être un on appelle ça en anglais là, un minute muncher, là, autrement dit, un gars qui mange des minutes, un gars qui va jouer énormément. Un gars que tu vas pouvoir mettre sur la glace un 23, 24, 25 minutes. C'est un vrai cheval de course. OK, un vrai défenseur là, un qui vrai va jouer. Défenseur qui va jouer. Okay. C'est ça qui arrive avec lui. Il y a déjà de la taille de jouer dans les pros. Là. Pardon? Il y a déjà de taille pour jouer dans les pros. Oui, mais je pense qu'il va retourner à North Dakota 1 an, mais à 19 ans, il va être dans les pros parce qu'il y a encore des petites choses à améliorer. Dans son jeu défensif, sauf que c'est un gars qui il se fatigue pas. Il prend la rondelle, il la monte, il plaque des joueurs, il retourne dans sa zone. Tu sais, c'est un vrai cheval de course. Mais quand il arrive à la ligne bleue adverse, puis je donne un exemple, mais c'est pas une comparaison avec le joueur, mais je donne un exemple parce que c'est un joueur qu'on connaît bien dans l'NNH. Regardez jouer Darnell Nurse. Darnell Nurse, il patine, il arrive dans la zone adverse, il ne sait plus quoi faire avec la rondelle. Et je te dirais que Verhoff a ce même manque de créativité. Comme Goulet un peu. Oui, c'est un manque de créativité de sa part. Alors, c'est bien, il la transporte, il est gros, il est grand, il patine. Puis là, là, en zone adverse, là, on ne parle plus de Lenotun. Qui repêche 6 par curiosité? Qui repêche par 6? Pure curiosité. Les Flames de Calgary. Oui. Ça pourrait être leur style, ça. Ouais. Est-ce que Verhoff va être encore là à numéro 6? Regarde, c'est possible. Moi, je te le dis, d'après moi, les 7 premiers que j'ai classés, dans un certain ordre ou désordre, ça va être les 7 premiers choix, à moins d'une surprise. Puis, c'est une coïncidence, parce que tu sais, Mathias, je ne me gênerais pas pour classer un joueur 3e, même si tout le monde l'a 20e. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais moins de controverses cette année. Oui. Mais ça donne comme ça. OK. Au 5e rang, j'ai un joueur, d'après moi, qui va sortir avant le 5e rang, c'est Caleb Malhotra. Caleb Malhotra, c'est le fils de Manny Malhotra qui vient, surprise, surprise, d'être nommé entraîneur-chef des Canucks de Vancouver et qui repêche 3e, les Canucks de Vancouver. On va en parler tantôt dans les questions. Exactement. Mais pour décrire un peu Malhotra, 84 points cette année en 67 matchs dans la Ligue de l'Ontario, 6 pieds 280, fils d'ancien joueur. Peut-être que son père va le coacher. On ne le sait pas. Fils de papa qui a été repêché au premier tour aussi. Également, qui a eu une excellente carrière comme joueur défensif. Il avait été repêché peut-être un petit peu haut, Manny Malhotra au 7e rang, mais il n'a pas produit offensivement autant qu'on aurait cru. Caleb, malgré ses 84 points, je ne sais pas jusqu'à quel point son plafond offensif est si élevé que ça. Et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas dans le top 2 ou top 3. Parce que si j'avais vu en lui un plafond offensif d'un gars de 90-95 points, je te dis, il aurait pu sortir premier. Pourquoi? Parce que tout le reste de son jeu est fantastique. L'éthique de travail, tout est... Tu sais, c'est une bonne personne. C'est vraiment... Tu sais, c'est le joueur modèle pour une équipe de hockey, c'est ce que j'entends dire. Mais pour moi, l'absence de la possibilité de faire un 90 points, pour moi, l'écarte du premier ou du deuxième ou du troisième rang. Et au 5e rang, c'est? Au 5e rang, ce sont les Rangers. Est-ce qu'il va être encore là pour les Rangers? On va voir, là. On va parler des 4 premiers, puis après ça, on pourra essayer de voir un peu comment le repêchage pourrait se dérouler. Les Rangers, d'ailleurs, ont pris la bonne décision de céder leur choix de l'an dernier. Heureusement. À Pittsburgh. Heureusement. Ils savaient qu'il coulerait. Ils savaient qu'il ne serait pas bon. Alors, ils ont gardé leur 5e choix. Au 4e rang, un autre défenseur, Carson Karls. Carson Karls, c'est un défenseur de l'Ouest
Oui, un défenseur de l'Ouest, à Prince George. 73 points en 58 matchs. 6 pieds 295, né au mois de juin. Carson Carls, s'il avait joué en Ontario, j'aurais peut-être considéré le mettre plus haut. Ce qui l'empêche pour moi de le mettre troisième ou peut-être deuxième, c'est le fait qu'il joue dans l'Ouest. Puis je me demande s'il va faire autant de points que ça dans la LNH, je ne sais pas encore. Mais c'est un défenseur complet. C'est un gars qui est extrêmement fort physiquement, défensivement déjà très raffiné, très fort, très solide, bonne mise en échec. Et en plus de ça, il transporte la rondelle et il patine comme le vent. Penses-tu que Chicago va être tenté de prendre un défenseur, même si on dit toujours meilleur joueur disponible? Je vais répondre à ta question après qu'on aura fini le top 20 parce qu'on va essayer de faire une coupe de petits scénarios rapidement qui pourraient se retrouver dans les 4 premiers. Parce que Chicago est repêche 4. Repêche 4, exactement. Alors, est-ce que Carson Cars pourrait être le joueur? Moi, je pense que Chicago, ils vont regarder débouler le repêchage, ils vont se mettre 4 noms, puis ils vont prendre celui qui reste parce que, regarde, les 5 premiers, ça risque d'être ces 5-là. Alors, il y en a un là-dedans. Et, Chicago va avoir le choix peut-être entre 2 des 5 premiers parce que les 3 autres vont être partis. Et là, il reste 3 noms. Il reste Ivar Stenberg. Oui. Il reste Chase Reed. Il reste Gavin McKenna. Oui. Qui sera ton, dans l'ordre, ton top 3? Oui. On va juste prendre une petite pause pour souffler. Oui. Puis on va continuer. Parfait. Mon cher Simon, le moment est venu de nous révéler ton top 3. J'ai l'impression qu'au 3e rang, on n'aura peut-être pas une grande surprise, mais je te laisse... Oui, avant de continuer, par exemple, il y a des petites recherches qui ont été faites pendant le reste du podcast. Et Pag, j'aimerais que tu sauves la réputation de ma blonde là, qui pourrait être prise à partie par les auditeurs. Alors, Anne-Marie, à côté de moi, faisait des recherches tout au long du balado et elle a trouvé que c'était pas possible de dire 2 jumeaux. Il faut bien dire des frères jumeaux parce que ça non plus, c'est pas un pléonasme, c'est parce que tu pourras avoir évidemment un jumeau frère, fille et un autre garçon. Donc, des frères jumeaux, c'est possible, mais pas 2 jumeaux. Et 3 triplets non plus, puis 5 quintuplés non plus. C'est ça. Alors Voilà. la leçon de français est terminée. On revient au hockey. Au 3e rang, j'ai Chase Reed, défenseur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. 48 points en 45 matchs cette année, 6 pieds 2, 195. Lui, ce qui est assez fascinant dans son cas, c'est qu'il y a à peine 1 an et demi, il jouait dans la North American Hockey League, qui est une ligue une coche en dessous de la USHL. Est-ce que ça pourrait arriver que Chase Reed devienne le Matthew Schaefer des pauvres? Des pauvres, oui. Parce que Matthew Schaefer, c'est Mais une espèce de surprendre. Surprendre. Regarde, il va avoir 19 mois au mois de décembre. Je ne sais pas si c'est un gars qui pourrait nécessairement jouer toute la saison dans la Ligue nationale. C'est quand même difficile là, pour une recrue à cet âge-là. Tout le monde ne s'appelle pas Schaefer. Mais c'est sûr que s'il est repêché, mettons, par San Jose au 2e rang, en passant, c'est... Vancouver qui est 3e. C'est Vancouver qui a le 3e rang, qui a le 3e choix, mais il est possible que San Jose le prenne au 2e rang. Je ne sais pas s'ils vont l'amener dans l'alignement tout de suite. Il y a plusieurs équipes qui le chase, finalement. En plein ça. Et Chase Reed, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, c'est un excellent patineur. C'est un gars qui transporte la rondelle. Il y a encore un petit peu de travail à faire défensivement, mais c'est pas là, dramatique. Là. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas comparable à certains gars dont on a parlé là, dans les podcasts précédents qui ne savaient pas défendre. Regarde, je l'ai mis 3e. J'ai longtemps hésité, peut-être le mettre 2e en raison de la position. Oh. Parce qu'aux 2 premiers rangs, ben là, on le devine, ce sont 2 ailiers. Ouais. J'ai longtemps hésité, mais en même temps, je ne sais pas, Chase Reed, jusqu'à quel point il va devenir un grand défenseur. Ouais. Je ne suis pas sûr encore. Puis en même temps, tu es Vancouver au 3e rang. Oui. Puis tu tripes sur Chase Reed ou tu tripes sur Verhoff. Vas-tu repêcher Malhotra parce que c'est le fils du coach? Faut faire attention, c'est dangereux ça. Oui. Parce que là, tout le monde semble dire Malhotra 3e rang. Oui, mais regarde, là, si San Jose prend Chase Reed, ça veut dire probablement que ou McKenna ou Stenberg est encore disponible. Fait que Malhotra, là, pour Vancouver, il faudrait vraiment pour Vancouver que McKenna et Stenberg sortent 1 et 2 et que là, ils aient le choix entre les défenseurs Carls, Reed, Smith, Verhoff et se disent on aime mieux le joueur de centre Malhotra
qu'un de ces défenseurs-là. OK. Et Chicago, d'après moi, on avait dit qu'on en parlerait. Je pense que si, mettons, McKenna, Reed et Malhotra sortent, je pense pas qu'ils prennent un défenseur comme Carls. Je pense qu'ils vont y aller avec Ivar Stenberg. Parce qu'ils ont besoin d'un attaquant. Ben, Fait que bien Mélin, celui qui peut prédire. C'est vraiment San Jose, d'après moi, qui va définir, parce que je pense que McKenna sera premier à Toronto. C'est vraiment San Jose qui va définir le repêchage. Mais là, dans ton top 2 à toi, Oui. McKenna, Toronto, mais ça ne veut pas dire que Simon a McKenna premier. Tu as longtemps hésité. Tu nous disais, garde, j'ai pas fait mon choix. Tu as toujours beaucoup aimé Stenberg. Est-ce que Stenberg a réussi à... J'ai l'impression qu'il y avait peut-être la pole à un moment donné. Est-ce que Stenberg a réussi à s'accrocher au premier rang? Pour moi, non. Alors, Stenberg, deuxième. Ailier gauche, Stenberg, qu'on a vu au championnat junior, qu'on a vu également au championnat mondial, il a été excellent. Ceux qui regardent les faits saillants sur les réseaux sociaux ont certainement vu le formidable but qu'il a marqué. 33 points en 43 matchs dans la Ligue suédoise. Ça, c'est plus que beaucoup de joueurs suédois dans les dernières années qui ont eu des très belles carrières. Donc, j'ai longuement hésité parce que Stenberg, c'est un joueur qui a du chien, qui est plus complet que McKenna, mais c'est difficile pour moi de passer à côté, malgré tout, le plafond offensif de McKenna. S'il y a un joueur dans ce repêchage-là qui peut aller chercher 100 points un jour, le seul, d'après moi, c'est Gavin McKenna. Alors, ne serait-ce que pour ça, j'ai gardé McKenna premier, même si c'est un ailier de gauche, de moins de 6 pieds, qui joue en périphérie, qui a un jeu défensif relativement nonchalant. Il reste quand même que, oui, la première saison à Penn State, il y a eu une grosse période d'adaptation. On l'a vu, mais il a quand même décollé après les fêtes. Il a été bon après les fêtes. 51 points en 35 matchs. Non, ce n'est pas Macklin Celebrini. Non, ce n'est pas un joueur générationnel. Mais d'après moi, c'est quand même le gars qui a le plus gros plafond dans le repêchage. Et c'est difficile au premier rang de passer outre un gars comme ça qui, à un moment donné, pourrait te faire avoir l'air fou. Je sais qu'il y en a qui ont soulevé le nom Neil Yakupov en 2012. Regarde, Neil Yakupov, il y avait beaucoup plus de signaux d'alarme dans son jeu, pas son comportement, mais son jeu, que Gavin McKenna. Gavin McKenna, j'aime pas le fait qu'il joue beaucoup en périphérie, mais tu sais quoi? Il y a des joueurs comme Kucherov qui jouent dans le coin, ils sont en périphérie et ils font les jeux quand même parce qu'ils sont hyper rapides avec leurs mains, ils sont créatifs. Et Gavin McKenna est également un gars qui a des mains en or. Je vais te poser une question. Oui. Dans ton top 5, parce que tu me parles souvent des séries éliminatoires, des gars qui t'amènent en série puis les gars qui te font gagner. Oh oui. Dans ton top 5, lequel tu penses a le meilleur profil pour te faire gagner en série? Stenberg. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais à un moment donné, comme je t'ai dit, la saison régulière, elle a quand même de l'importance. Tu n'as même pas hésité, là. Oui, mais ça ne veut pas dire que Gavin McKenna va être pourri en série. Mitch Marner, on l'a critiqué pendant bien des années. Regarde les séries qu'il connaît en ce moment. Ouais, mais... Alors, McKenna, je pense, ça sera... C'est dans le moule de Marner, si tu comprends ce que je veux dire. Alors là, regarde Marner, cette année, il fait mentir tout le monde. Il y a d'autres années, Toronto était éliminé en première ronde, puis il faisait rien. Marner a toujours été bon défensivement, là. Oui. Puis c'est un gars qui y allait quand même, là. Oui. Ça me rend perplexe que t'aies pas hésité en me disant Stenberg en série. Oui, mais j'hésite pas, mais ça veut pas dire que sur une note de 10, si je donne un 9 à Stenberg, je donne peut-être un 7.5 à McKenna. J'ai pas dit que McKenna, c'est un 2 sur 10. Okay. Je fais juste te dire que j'ai peut-être moins de préoccupation, moins de doute dans le cas de Stenberg, mais McKenna, ça veut pas dire qu'il le fera pas. Donc, pour moi, McKenna, j'ai de la misère à passer à côté d'un gars qui a ce potentiel-là. Peut-être que dans quelques années, je vais dire « Ah, j'aurais dû garder mon idée du temps des fêtes puis de mettre Stenberg premier parce qu'au mois de janvier, dans ma tête, c'était Stenberg. Je l'avais même dit, je pense, dans le podcast. » Et tu as l'impression que Toronto va prendre McKenna? Oui. Pensez-vous qu'il va réussir à éclore là-bas ou que Toronto va être trop lourd pour lui? Non, je pense que non, je pense pas. Moi, j'imagine que c'est un gars qui il va profiter du fait que Toronto, je pense que le jeu est très ouvert à Toronto. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui va l'aider. Alors, pour les poolers qui nous écoutent, allez-y pour McKenna parce que dans le contexte de Toronto, c'est parfait pour lui.
Peut-être s'il t'était retrouvé avec un autre à Philadelphie, je t'aurais dit, je sais pas. Mais à Toronto, ça devrait cartonner pas mal, au point de vue, point. Il y a eu des rumeurs, je sais que tu n'aimes pas les rumeurs, de Matthew Nice Oui. à Montréal. Oui. Pour, Zarovski a été évoqué, 2 choix de premier tour ont été évoqués. Penses-tu que l'arrivée d'un jeune McKenna qui peut faire le saut dans la Ligue nationale pourrait inciter la nouvelle administration à revoir cet échange-là et à peut-être échanger Nice? Bien là, regarde, c'est une nouvelle administration, justement. Alors, ce qui a été discuté entre Brad Treliving et Kent Hughes n'a plus aucune valeur parce que c'est John Chayka qui est là. Alors, tu as encore l'autre Pelé en haut, là. Tu as Pelé en haut. Mais est-ce que Pelé avait son mot à dire sur les discussions avec Nice, concernant Nice? Moi, c'est sûr que c'est de la spéculation, mais j'y crois quand même parce que Kent Hughes avait quand même été assez spécifique après la date limite des échanges. Il avait dit « j'avais quelque chose ». Alors, si on fait 2 et 2, 2 et 2, ça fait 4, c'est probablement ça. Mais moi, ma prédiction, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est que ça ne sera pas revisité. OK. Parfait. Donc, écoute, ça, c'est mon top 20. Ah oui, t'as d'autres. Mais là, moi, je voulais parler un petit peu de joueurs que j'aime bien, qui sont, ou que j'aime pas nécessairement, mais qui ont fait parler d'eux. Je vais aller rapidement. Il y a 2 gardiens que j'aime bien, qui vont sortir de... Quoi? Yes! Oui, 2 gardiens que j'aime bien. J'ai Tobias Trebal qui joue dans la USHL en ce moment. Excellent techniquement, un bon physique. Ça, c'est un gars, là, avec le genre de repêchage. À un moment donné, là, quand tu es rendu vers les joueurs de 3e, 4e trio, c'est un gars que je songerais à repêcher. Je ne sais pas s'il va sortir entre première ronde, mais certainement oui. Moi, je l'aurais sur ma liste pour sortir, mettons, à partir peut-être du 21, 22e choix. Et un gardien russe, Dimitri Borichev. Il fait partie de la longue lignée des gardiens russes très efficaces. On lance un d'or. Cette année, c'est le meilleur. Est-ce que ça va être le meilleur dans 5 ans? Je ne sais pas. Mais Borichev et Trebal, pour moi, 2 gardiens de but à surveiller dans les prochaines années. Et probablement des gars qui, d'après moi, vont sortir peut-être fin première, début 2e. On a été habitué à ça là, dans les dernières années. Qu'en 2e ronde, à un moment donné, tu as marqué, Mathias, il y a une rafale de gardiens de but qui sortent. Ensuite, des gars dont je veux parler, là, par-ci par-là. Brooks Rogowski, possible choix fin première, début 2e. C'est un gars de 6 pieds 7. Moi, je revois un peu de Dean Le Tourneau en lui, dans le sens que on se dit en ce moment, ben là, il est grand, il a peut-être la difficulté il est dans son corps pas à se déplacer, mais je veux dire, son corps grandit vite. Et on a vu les Tourneaux, la progression qu'il y a eu. Je ne dis pas que Rogowski a le potentiel des Tourneaux, mais c'est un gars à considérer certainement pour le Canadien en fin de première ronde. Des joueurs que j'aime bien, mais qui sont plus peut-être du côté 3e trio, milieu d'alignement, avec des plafonds offensifs moyens, mais quand même des joueurs qui vont faire la Ligue nationale. Ilya Morozov, un Russe qui est venu jouer à l'université, le plus jeune joueur de la NCAA cette année à 17 ans. Il a bien produit. C'est un joueur de centre de 6 pieds 3 que j'aime bien, joueur de milieu d'alignement. Jack Extall, un peu dans le même moule. Il jouait aux États-Unis dans les USHL. Dans les petits défenseurs, Ryan Lynn, un joueur qui a joué dans l'Ouest. Il y en a qui l'ont classé quand même très haut, 57 points en 53 matchs. 5 pieds 11, pas nécessairement bon défenseur offensif, mais pas nécessairement assez bon pour surmonter le fait qu'il mesure 5 pieds 11. Donc, pour moi, plus un gars fin première, début 2e. Ensuite, un autre défenseur qui a été une grosse surprise cette année à Halifax, dans la Ligue junior majeure du Québec, au Maritime Québec, Tommy Blyle, qui devrait être choisi en fin de première ronde, à peu près dans le coin du Canadien, des grosses statistiques. Il a fait quoi? Je pense 78 points cette année. Il a vraiment été excellent pour les Mooseheads. Alors, un autre joueur qui pourrait être dans la mire du Canadien. Dans les joueurs, dernier défenseur dont je voulais parler, et non le moindre parce qu'il jouait à Boisbriand cette saison, ça va à Boston University l'an prochain, Xavier Villeneuve. Certains se demandent même, pourraient se demander pourquoi il n'était pas dans ton top 20. Il n'était pas dans mon top 20. Je te dirais parce qu'il a joué une 3e saison junior cette année. C'est un gars né au mois de septembre, fin septembre. Par rapport à la progression qu'il avait eue de 16 à 17 ans, je trouve que de 17 à 18, il m'a peut-être laissé un petit peu sur mon appétit. Je sais, il a été blessé, alors peut-être qu'il va rebondir,
Mais ça va être intéressant de suivre son parcours l'année prochaine à Boston, l'université de Lane Hudson. Alors, un joueur qui est un peu dans le même moule, on n'est pas en train de dire qu'il va être Lane Hudson, mais je suis sûr que j'ai jamais parlé, mais c'est possible que ce soit son joueur préféré parce qu'il y a beaucoup de gestes sur la glace qui s'inspirent de Lane Hudson. Ceux qui l'ont vu jouer pourraient... Je pense qu'il en a déjà parlé aussi. Oui, exactement. Ensuite, un autre joueur de la Ligue, c'est rare, les joueurs qui n'ont pas été repêchés à 17 ans, qui après ça, à leur deuxième repêchage, attirent l'attention des recruteurs. Ceux qui ont suivi un peu la Coupe Mémoriale, Liam Lefebvre, qui a joué à Chicoutimi. Liam Lefebvre a été excellent. C'est un joueur de centre de 6 pieds 3. D'après moi, il va sortir en deuxième ronde. La raison pour laquelle il n'est pas sorti l'an passé, il jouait dans un high school américain, dans un calibre relativement faible. Je pense qu'il n'était pas connu. Mais il est arrivé à 18 ans et la progression a été telle que, tu sais, souvent on se dit, s'il n'a pas été repêché à 17 ans, ça veut dire qu'il n'est pas si bon que ça. Non, c'est parce que personne ne le connaissait. Alors, je pense qu'il va sortir cette année. Il a marqué des gros buts pendant la Coupe Memorial. Des gros buts pendant la Coupe Memorial. Peut-être un joueur dans la mire du Canadien, joueur de centre de 6 pieds 3. On verra. J'ai parlé tout à l'heure du jumeau, Rock, Marcus Rock. Alors lui, on doit quand même le considérer, plus un passeur qu'un joueur offensif. L'un des deux jumeaux. Oui, l'un des deux jumeaux, avec un coup de patin cependant déficient. Là, j'ai un petit coup de cœur ici. Un gars que j'ai presque classé dans mon top 20. Je pense que je l'ai 21. Adam Valentini. Adam Valentini, c'était lui aussi un des plus jeunes joueurs de la NCAA. Il a joué à Michigan cette année avec Michael Hage et compagnie. C'est un joueur de 5 pieds 9. Mais c'est un ailier de 5 pieds 9. Mais le gars, il a peur de rien. Il a du chien. Il est très habile. Il a des bonnes mains. Il a un bon lancer, un bon coup de patin. Puis, lui, vraiment, là, s'il y a un d'or à lancer en fin de première ronde, c'est lui. Je ne sais pas si ça convient aux Canadiens. Un joueur de 5 pieds 9, parce qu'il y en a quand même déjà à Montréal. Mais pour moi, c'est un beau d'or à lancer parce que c'est un gars qui pourrait énormément surprendre et surpasser son rang de sélection. Je m'en vais également dans un joueur qui a piqué une débarque, Ryan Rubeck. Ryan Rubeck était perçu comme un top 5, top 7 au mois de septembre. Et finalement, M. Rubeck a débarqué de plusieurs listes en première ronde. Il y en a qui l'ont fait en première, il y en a qui l'ont en deuxième. C'est un gros joueur de centre de l'Ontario qui a tous les outils pour réussir. Il a tout. Mais il y a un manque d'effort qui est flagrant, frustrant et qui fait en sorte que, pour employer une expression, c'est facile de jouer contre lui. Et c'est pas supposé. Ouais. Là, mais il y a une équipe qui va prendre une chance parce qu'on se dit toujours, on peut réveiller un mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans le cas de Rubeck, mais si tu me donnes le choix, j'avais parlé de Brad Lambert qui était un peu comme ça. Ouais. Si tu me donnes le choix entre Rubeck et Lambert, je serais peut-être plus enclin à prendre une chance avec Rubeck que je l'aurais aidé avec Lambert. Alors, je te dis pas no draft. Il y a quand même des outils, ce gars-là. OK. Là, tu piques ma curiosité. Tu as barré le prochain nom sur la liste. Oui. Tommy Blythe, je viens d'en parler. T'en as parlé. Je viens d'en parler. Mais pourquoi t'en as parlé plus tôt? Parce que je mélange tout ça. Je voulais garder les défenseurs ensemble, Mathias. Ah, parfait. Oui. Un joueur de la USHL que j'aimais bien cette année, mais qui m'a peut-être un petit peu déçu, puis c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 20, même si pour moi, ça aurait pu être une carte cachée. Il avait très bien joué au tournoi Linka. Qu'est-ce que c'est le tournoi Linka? Gretzky, c'est un tournoi qui a lieu au mois d'août et qui est le début de la saison du recrutement. Alors, c'est un tournoi qui est télévisé en plein été. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça, mais quand même télévisé, il est intéressant. Il y a des joueurs de tous les grands pays de hockey qui y jouent. Et Zelensky avait été très, très fort pour le club américain. Cette année, saison moyenne. Mais je ne sais pas. C'est un joueur, moi, on parle de d'or de deuxième ronde. Ouais. Blake Zelensky, c'en est un. Les dards sont là. Oh, ils sont là, les dards. Un autre, le frère de Simon Nemetz, Adam Nemetz. Adam Nemetz, moi, je l'aime. C'est un gars qui va sortir quand même assez loin. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un super beau talent offensif. C'est un attaquant. Un autre d'or à lancer, Adam Nemetz. Ne dormez pas sur ce gars-là. Ensuite, je vais parler pour terminer, je vais parler de deux joueurs. Un joueur dont j'ai parlé une fois, il m'avait ébloui à 16 ans. Ébloui. C'est un joueur tchèque qui s'appelle Simon Katoliki. On parle de gars qui a des outils. Il mesure 6 pieds 4. C'est un ailier qui a un patin, un lancer incroyable. Puis dans son groupe d'âge, l'année passée, je le voyais aller, puis je me disais « Wow! »
je voyais probablement un choix top 10 cette année dans la NHL. Ça ne sera pas le cas. Je crois que Kataliki a démontré des limites dans ses capacités offensives cette année. Alors, non, je ne l'ai pas comme carte cachée pour les poolers, mais je crois qu'à un moment donné, peut-être en troisième ronde, il pourrait être un joueur intéressant parce que, étant donné son coffre d'outils, étant donné quand même il y a un bon niveau de compétitivité, tu as un joueur qui pourrait faire la LNH, jouer peut-être sur un troisième trio, sans nécessairement être super productif. Tu sais, un joueur de 6 pieds 4 qui patine, qui a un bon lancer, ça peut être intéressant. Puis qui est fort physiquement, regarde Josh Anderson. Ouais. Alors, je ne compare pas à Josh Anderson, mais j'essaie des fois de faire des parallèles pour que les auditeurs voient la chaise qu'un joueur peut occuper selon les outils qu'il possède. On entend dire qu'il y a beaucoup de disciples Kataliki. Ah! Tiens. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien, Elle est bien. elle est bien, Elle est elle est bien. bien. Elle est bien, celle-là. Amen. Et là, je finis avec... Oh! À chaque année, j'ai une petite long shot de high school américain. Tu sais, j'avais Will Zellers il y a 2 ans, tu te souviens? On va voir ce qui va arriver. T'es en North Dakota, il a changé contre Charlie Coyle, entre autres. Et ça, c'est des joueurs souvent dans les high school américains qui sont très durs à juger pour les recruteurs. Pourquoi? Parce que le calibre ne se rapproche même pas une miette du junior majeur. Exact. Mais il y a des joueurs là-dedans qui ont des outils, qui sont dominants, puis tu te dis, ouais, ce gars-là, à l'université, il pourrait développer ça. Et moi, j'avais vu ça en Will Zellers il y a une couple d'années. On va voir cette année. On va voir si Will Zellers va aboutir. Alors, c'est pas une garantie là, que je donne. Le gars s'appelle Luke Puckner, P-U-C-H-N-E-R, et c'est un ailier gauche qui joue à Shattuck St. Mary's, où Sidney Crosby a joué. Et à ce moment-là... Vincent Lecavalier. Vincent il y en a beaucoup Lecavalier. dans la lignée, ouais. C'est une très, très grosse équipe, mais évidemment dans un calibre plus ou moins fort. Puckner, c'est vraiment un joueur créatif, habile avec la rondelle. Junior majeur, d'après moi, il aurait été repêché plus haut. Alors, on va suivre ça, M. Puckner. Certainement en 3e, 4e ronde, moi, je commencerais à y penser sérieusement plutôt que de prendre des joueurs, finalement, qu'on se dit qu'ils n'ont absolument aucune chance de faire la LNH. Il s'en va à l'Université Minnesota Duluth l'an prochain. Et ça, c'est un bon signe parce que c'est un bon programme de hockey. Il va jouer contre des équipes comme Michigan, entre autres. Ouais. Et c'est un gars, moi, que je vais surveiller de près dans les prochaines années. Simon, merci beaucoup. Oui. On a hâte au repêchage. Et on Oui. a, je pense, les 3 questions en terminant. Absolument. Oui. Mon beau Pag, à toi. Avant de commencer avec les questions, vous rappelez que l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. On débute avec David Bellemare. Ça se peut-tu être anti-canadien? Arrêtez de parler du CH, vous me découragez. On se rend dans les 4 dernières équipes de la Ligue, puis vous voulez tout changer, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on veut tout changer? Bien, je pense que David fait référence à l'épisode de la semaine dernière où on voulait quand même brasser le mix des défenseurs et pas nécessairement garder les mêmes joueurs, même si on n'a rien contre les joueurs individuellement, on voulait changer le mix. On a aussi parlé que le Canadien avait besoin d'un autre top 6 et avait besoin de peut-être rebrasser ses 3e et 4e trios et aller chercher plus de joueurs, mettons, comme William Carrier, Nicolas Roy, Eric Robinson et compagnie. Alors, alors oui, le Canadien s'est rendu dans les 4 dernières équipes de la Ligue. David, vous avez raison. Mais il ne faut pas se contenter juste de ça. Ouais. Sans compter que l'année prochaine, est-ce qu'on a la garantie, Mathias, que le Canadien va se rendre dans le corridor? Mais- On ne le sait pas. Regarde les Hurricanes. Oui. Ils sont rendus dans le corridor l'an dernier. Ils sont allés chercher Keandre Miller, Oui. Nicolas Ehlers. Oui. Euh, Nikishin? Nikishin? Qui est arrivé Oui, en mais fin qui de est saison. arrivé. Mais là, le William Canadien- Carrier. Ce que le Canadien, ce qu'on disait avec le Canadien la semaine dernière, c'est peut-être un défenseur avec un profil différent, puis essentiellement remodeler un peu les trios de soutien et aller chercher un joueur de... Mais Parce que là, attendez, nous, là, on vise la coupe, puis on n'a pas dit... on veut pas tout changer. là. Non, on n'a pas dit qu'on échangeait Slavkovski, Demidov, Caulfield, Suzuki, puis Hudson. Non. OK, mais David, j'espère Mais que c'est ça correct. répond à C'est tes correct. inquiétudes. Oui, j'espère que ça répond. Patrick Dupuis. Les Canucks ont leur nouvel entraîneur Manny Malhotra. L'espoir Caleb Malhotra, fils de celui-ci, sera assurément repêché en première ronde au repêchage 2026. A-t-on déjà vu
un fils coaché par son propre père dans l'histoire de la Ligue nationale? Ben, même non seulement première ronde, mais il va sûrement sortir dans le top 5. Top 5, oui. C'est possible qu'il se retrouve à Vancouver. Je ne sais pas. C'est sûr que tout ça a été discuté avec Manny, avec la nouvelle direction de l'équipe. Oui, c'est arrivé, mais il n'y a jamais eu vraiment de combinaison père-fils qui ont duré de nombreuses années. Bill Dineen a coaché Kevin Dineen dans les années 90, le temps d'une saison. Rob Brindamour a coaché son fils Skyler l'année passée, mais quelques matchs. Dave Lowry, à un moment donné, a été nommé entraîneur par intérim à Winnipeg et il a coaché son fils Adam pendant un certain temps. Mais il y a une histoire. Je te vois venir. Oui, et c'est pour ça que je la gardais pour la fin, Mathias. Les gens de 50 ans et plus, Et plus. oui, Là, quasiment, 55 et plus, vont se souvenir que c'est arrivé chez le Canadien. La légende du Canadien, Bernard Boum Boum Geoffrion, a été nommé en 1979 entraîneur du Canadien et il suivait Scotty Bowman. Une grosse pointure, des gros souliers à chaussée. Oui, c'est ça, là, je suis rendu dans les péronismes. Et le Canadien vient de gagner 4 Coupes Stanley. Bernard, je pense que ça a été difficile pour lui, la pression, à Montréal. Finalement, je pense qu'il a démissionné après une demi-saison, si ma mémoire est bonne. Oui, à peine. À peine. Et il avait coaché son fils Danny, qui avait été un choix de première ronde du Canadien. Et encore là, ça n'a pas duré longtemps. Ça faisait partie des facteurs aussi anxiogènes d'avoir à diriger son fils. Oui, et surtout, tu sais, à Vancouver, Malhotra, il arrive dans une situation où Vancouver est dernier. Alors, ça peut être pire. Ouais. Le Canadien venait de gagner la Coupe et là, on arrive avec un nouvel entraîneur, Geoffrion, et on arrive avec son fils. Et ça avait été compliqué et Geoffrion, de toute façon, a démissionné. Ce n'était pas pour lui, malheureusement. Mais ce sont les cas. Donc, des cas vraiment où il y a eu une longue relation père-fils. Non, ce n'est pas arrivé. Alors, si c'est le cas avec Malhotra et Caleb, ce sera la première fois qu'un coach pourrait être là plusieurs années avec son fils. Puis c'est un peu pour ça aussi que si jamais Vegas ne garde pas Tortorella, tu ne peux pas aller coacher les Golden Knights. Hey, c'est vrai, ça. Mais tu sais, juste revenir, Kent Hughes, il avait l'opportunité de repêcher son fils. Puis il a laissé le travail à ses recruteurs de le faire. Pensez pas qu'un coach, c'est un autre conflit d'intérêt que tu voudrais éviter d'influencer? Ben oui, mais encore là, ça dépend. Tu sais, Caleb Malhotra, c'est un joueur qui est fringe, et qui est meilleur, mettons, que Skyler Brindamour, par exemple. Donc là, Caleb Malhotra, il rendra personne inconfortable parce qu'il va être bon. En tout cas, je pense. Le Canadien a pris Owen Beck au début du deuxième tour, puis là, le fils de Kent Hughes est sorti à Los Angeles entre Beck et Hudson. Du temps du Colorado, de Pierre Lacroix, son fils était... il avait repêché son fils, Éric Lacroix, qui avait joué, et il y en a qui n'aimaient pas ça parce qu'il se disait, ça, c'est le gars qui rapporte à son père tout ce qu'on dit dans le vestiaire. Mais on parlait du directeur gérant. C'est très différent. Le fils du directeur gérant, parce que le directeur gérant, c'est vraiment le grand boss. Et je pense que Jean-François Houle a été repêché avant que Régent Houle arrive. Oui, exactement. Jordan 1454. Question pour Snake. Tu dis souvent que la WHL est la ligue junior la plus faible. La ligue n'a justement pas gagné la Coupe Memorial depuis 2014. Je me demandais les raisons pour lesquelles ces équipes sont plus faibles que les autres. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a 20 équipes. Le produit est peut-être un petit peu dilué. Comme toutes les autres ligues, ils vont pacter des clubs à la date limite des échanges. Donc, la raison pour laquelle ils ne gagnent pas la Coupe Memorial, je pense que c'est tout simplement peut-être un concours de circonstances. Moi, je ne me base pas vraiment sur les gains à la Coupe Memorial pour juger d'une ligue, parce qu'il y a des équipes qui se pactent des clubs. Alors, à un moment donné, ça devient une équipe d'étoiles d'une ligue, qui s'en va jouer là. Tu dis pour le Québec aussi que ça ne justifie pas, parce que le Québec a quand même gagné des Coupes Memorial, puis tu as déjà dit par le passé que ça ne veut pas dire que c'est la meilleure ligue parce qu'il y a des Coupes Memorial. Ben non, mais à un moment donné, la tradition dans la Q, c'est de se pacter il y a 3 clubs qui se pactent à Noël, puis un de ces 3-là sera en Coupe Memorial. Alors, il y a ça. Regarde, je pense pas que la Coupe Memorial soit nécessairement une raison, mais c'est plus le calibre de jeu, je dirais, qui est peut-être un peu dilué. On termine avec Jérôme Saint-Laurent. Une autre chienne
Oui. Avec Parce que là, tu veux accrocher les gens. Avec la confirmation du départ de Gallagher et les rumeurs l'envoyant à Vancouver, un échange Gallagher versus Elias Pettersson sans aucune retenue de salaire. Qui dit oui et qui dit non entre Vancouver et Montréal? Mhm. J'ai mon opinion aussi là-dessus et probablement qu'elle va J'ai hâte de l'entendre. ressembler à la tienne. Ah, on verra.